Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. On rejoint notre spécialiste en communication, Jordan Chénard. Salut, Jordan. Salut. Écoute, on a tellement parlé de fraude cette semaine que je suis content que tu reviennes sur ce sujet-là parce que tu as envie de parler de la manière dont on recrute, fabrique, bref, de la manière dont on organise là, les grandes fraudes comme celle-là. Exactement. C'est un article de Washington Post qui est sorti hier et a mis la lumière sur quelque chose que je ne connaissais pas, qu'on pouvait s'imaginer, mais en tant que tel, d'imaginer l'ampleur de tout ça, ça m'a vraiment surpris. Je te donne une petite mise en situation, là, parce que, évidemment, je vais vous parler d'une histoire, mais c'est des centaines de milliers d'histoires de ce genre-là. On va se mettre à la place de cette personne-là. Imaginez, vous êtes dans un pays pas très, très riche et vous trouvez le moyen d'être quelqu'un d'assez éduqué. Vous allez aux études, vous êtes capable de sortir de là avec une maîtrise en ingénierie. Donc, vous faites vraiment votre possible pour être capable de faire quelque chose de votre vie, sortir du pays qui est dans un certain chaos et bref, vous construire une vie saine. À un moment donné, vous faites quelques petits jobs ici et là, puis il y a quelqu'un sur Telegram qu'on utilise moins ici, mais qu'en Europe et en Asie, très, très utilisé, qui semble super crédible. Vous êtes habitué des fraudes. C'est des endroits où des fraudes, vous en croisez tous les jours, vous savez c'est quoi. Vous regardez ça, ça semble crédible, vous faites vos petites recherches. L'entreprise a vraiment l'air d'être quelque chose de sérieux. C'est une entreprise de fintech, donc de technologie financière, des trucs, par exemple, qui vous permettent de faire des transactions, etc. Et dans tout contexte de start-up, ils ont souvent des petits budgets un petit peu plus supplémentaires que d'autres parce qu'ils sont financés. Et bref, ça permet d'avoir accès à une certaine façon de séduire les potentiels employés. Donc, un entretien, ça se déroule super bien. Tu reçois en fait un contrat super bien monté, crédible. C'est un contrat de 7 mois avec un salaire pas rien de louche. C'est pas quelque chose qu'on se dit, ben là, il y a quelque chose que tu aurais dû voir venir. Non, tout fonctionne. On te paie l'avion. On s'entend, c'est en Asie. L'avion, c'est pas comme ici, là, en Amérique. C'est quelque chose que tu peux payer, puis c'est pas si cher que ça. On t'amène là-bas. T'es 2 jours dans un magnifique, pas magnifique, mais un bel hôtel. Tu restes là 2 jours, puis on te dit, écoute, après ça, on s'en va à l'entreprise. Il y a plusieurs heures de voiture, mais on s'entend, là, c'est retiré un peu. C'est là où on avait les budgets pour se construire cette entreprise-là. Bref, tu t'en vas là, le 2 jours après, les gens t'amènent. Et là, tu commences à rouler, tu roules, puis là, tu commences à te dire, il y a quelque chose qui marche pas. Il me semble qu'on va pas dans la direction que j'étais supposé aller. Et tu regardes sur ton téléphone, qu'on t'a pas enlevé, en fait, tu as l'impression d'être libre comme tu l'es d'habitude, et tu regardes ça et tu te rends compte que tu vas traverser une frontière qui était pas sur le chemin, en théorie. Et là, tu te retrouves dans un lieu où il n'y a ni loi, ni surveillance, ni rien. Tu arrives dans un espèce de complexe industriel qui a des fils barbelés autour de tout ça. Tu avais 3 autres personnes avec toi qui découvrent en même temps que toi que tu n'es probablement pas en train d'aller travailler où on t'avait dit que ça se passerait. Tu passes un examen médical, on te fait passer une nuit dans un dortoir avec d'autres personnes et le lendemain, on te dit « Désolé, on t'a complètement menti, tu nous appartiens maintenant et tu vas pas travailler comme étant un spécialiste en ingénierie ou en informatique, tu vas faire des fraudes pour nous autres, puis c'est ce qu'on appelle des fraudes d'investissement romantique, là, c'est-à-dire qu'il va construire une personnalité factice en ligne, va séduire des jeunes hommes, ou des jeunes hommes, des hommes en général, et va essayer de leur soutirer de l'argent au maximum. Et à partir du moment qu'il a réussi à aller chercher de l'argent, coupe les ponts, plus moyen de le retrouver. Et cet argent-là s'en va aux gens qui t'ont volé, qui t'ont enlevé littéralement. Et ça, cette histoire-là, c'est l'histoire de Billy. On s'entend, c'est un faux nom que le Washington Post a réussi à interviewer, mais ça, c'est l'histoire d'une quantité absolument astronomique. C'est des centaines de milliers de personnes. En fait, la lumière commence à se faire sur cette industrie-là. Une industrie qu'on prenait pour acquis. C'était pas que c'est le fun, mais c'est facile d'imaginer les fraudeurs et tout ce système-là en se disant c'est des pas fins qui font juste abuser du monde. Mais des centaines de milliers d'esclaves, littéralement, d'esclaves qui sont trafiqués, c'est-à-dire qu'ils vont se faire vendre d'un endroit à un autre. Billy s'est fait vendre 2-3 fois parce qu'à chaque fois, il était pas assez performant. Le cœur n'y était pas dans son travail, je ne sais pas pourquoi. Mais était vendu ici et là à d'autres entreprises comme ça. Ces entreprises-là, ils n'ont pas réussi à sortir. J'ai pas réussi à trouver les chiffres précis, mais ce que le journaliste indiquait, c'est que c'est plusieurs milliards de dollars qui sont ramassés avec ces entreprises-là. Wow. Il y a plusieurs dizaines d'entreprises comme ça. Chaque entreprise a une centaine, peut-être 200 employés
employés, on s'entend, esclaves qui travaillent pour eux. C'est extrêmement organisé. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que ça peut être si gros que ça et que personne ne fait rien? Ben, toute fraude internationale comme ça, parce qu'on va chercher de l'argent de gens dans d'autres pays, c'est extrêmement compliqué politiquement d'aller récupérer ces argents-là et de poursuivre ou de sévir contre ces entreprises-là parce que les lois et les différentes politiques entrent en conflit. Et un des endroits où ça se passe, c'est le Myanmar et dans le sud de l'Asie. Et il y a beaucoup de territoires qui sont, comment je dirais bien ça, qui sont pas officiels, c'est-à-dire qui sont encore débattus. Fait que c'est souvent des no man's land. C'est pas clair, on sait pas quelle loi de quel pays a lieu là, ce qui fait que cette espèce de zone grise est exploitée complètement par ces entreprises, ces organisations de fraudeurs-là. Et en fait, personne, ni la loi, ni la politique peut vraiment faire quelque chose. Et on s'entend aussi, ce sont des endroits sensiblement pauvres, ce qui fait que des entreprises qui amènent des milliards de profits comme ça, ben il y a des bonnes chances aussi, ils n'ont pas réussi à le démontrer, mais certaines organisations avaient des relations assez proches de la politique et différentes organisations d'élus qui pourraient en théorie sévir contre eux, mais ne le font pas. Bref, immense industrie qui vient nous toucher directement. Beaucoup de fraude en Amérique, beaucoup de fraude en Europe. Et on se rend compte que c'est ça, c'est des gens qui sont coincés là-dedans, ne peuvent pas faire autrement. Et ceux qui refusent de travailler sont littéralement battus, sont torturés. En fait, l'histoire de Billy démontre à un moment donné qu'il a voulu former entre guillemets, une espèce de syndicat. C'est plus une organisation pour faire comme on va être plusieurs à dire non, on veut pas travailler. Ils ont été torturés plusieurs jours sur un lieu public pour vraiment faire un exemple de ces personnes-là. Wow. C'est des histoires absolument atroces et ça donne un autre point de vue à cette espèce de fraude-là, ces trucs-là que on est loin de l'époque des courriels où ce que c'était supposément un prince de je sais plus quelle région en Afrique qui voulait se débarrasser nigérien, ouais. Merci, voilà, qui avait une richesse et que si on l'aidait, on allait en toucher une partie. Là, c'est vraiment de grosses organisations qui ramènent beaucoup d'argent, mais aussi qui exploitent des gens. Et Billy, que je vous parlais au début, c'est quelqu'un qui vient de l'Éthiopie, et l'Éthiopie est particulièrement surreprésentée dans ces organisations-là, parce qu'évidemment, c'est un pays, comme je disais, qui est en chaos. On a beau faire ce qu'on peut, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, et des occasions comme ça, même si tu fais attention, ça devient extrêmement difficile de déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Une fois que tu le réalises, il est trop tard. C'est quelque chose que aussi, malheureusement, l'article et les différentes enquêtes autour de ça finissent pas de façon très, très positive. Souvent, on se dit, ben, il va y avoir des lois, des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Comme je disais, c'est tellement dans une zone grise qu'on sait pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais là, au moins, du point de vue international, ces trucs-là sont mis au grand jour. Ça commence à être de plus en plus connu. Et souvent, c'est à partir de là, ces organisations-là, si commencent à être un petit peu trop connus. Ils ont les noms des différents organismes, entreprises. Celui de Billy au départ, c'était KK Park. Il y en a, comme je disais, des dizaines comme ça. Ils sont identifiés, ils sont localisés. Donc, ils n'aiment pas trop ça à partir du moment que ça ressort un peu trop publiquement. On va voir ce qui va se passer. La politique, évidemment, va probablement s'en mêler à un moment donné. Mais sachez que si jamais, il faut toujours rester prudent, mais si vous faites face à une espèce de fraude romantique, que vous sentez qu'il y a quelqu'un au bout du texto qui est un peu louche, oui, il faut dénoncer, il faut faire signe, mais aussi il faut peut-être se dire qu'en faisant signe, on va peut-être aider à signaler aussi quelqu'un qui se fait exploiter lui-même. Et l'article finit là-dessus, en fait, et c'est quelque chose que faudrait collectivement se rappeler. Se faire frauder comme ça en ligne, c'est un des crimes qui est le moins dénoncé. On a honte de s'être fait avoir de cette façon-là, ce qui fait que ce sont des dossiers qui sont extrêmement maigres. On n'arrive pas à savoir les tendances. Est-ce qu'on s'est fait de quelle façon ça s'est passé, dans quel réseau, bref, on réussit difficilement à faire de la prévention parce que les gens ne dénoncent pas et ne vont pas à la police ou aux autorités le signaler. Moi, je vous le dirais, si ça vous arrive, même si la honte est forte, sachez-le, c'est important, faut construire ces dossiers-là, faut voir d'où ça vient, et collectivement, malgré le fait qu'on est plusieurs à se faire avoir, à un moment donné, on va être capable de faire quelque chose contre ça, et comme je disais, maintenant, on peut peut-être se dire qu'on va aider quelqu'un d'autre aussi, peut-être au bout du fil, qui se fait exploiter à son tour, qui essaie de nous frauder sans que même lui ou elle veuille le faire. Ah, c'est un dossier de fou, effectivement. Là. J'ai jamais cru, moi non plus, qu'il y avait des espèces d'esclaves modernes qui étaient en train d'essayer de nous arnaquer. Moi, je croyais que c'était des gens qui étaient là de leur plein gré. Non, mais c'est vraiment, vraiment fou de voir que derrière juste des simples, là, je le demande gros guillemets, ça l'est pas, mais des simples arnaques,
Il y a un trafic humain mondial. C'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Puis de voir qu'il y a encore des zones comme ça dans le monde où les lois, puis l'emprise internationale, puis l'emprise de la communauté, bof. Moi, ça me fascine, ça me fait froid dans le dos en même temps, là, je te dirais. Là, on a tellement l'impression qu'on est dans un monde moderne où on est capable de tout départager, le bien, le mal, un peu partout, que les autorités peuvent venir nous aider, nous sauver, régler une situation quand on la connaît puis quand on l'expose. Puis souvent, non. T'sais. Oui, ça arrive, par exemple, dans des États super corrompus puis d'autres choses comme ça. Ça me fait penser, il y a un balado que j'affectionne particulièrement, là, que j'ai dévoré, qui parvient du Los Angeles Times, qui s'appelle The Outlaw Ocean. L'océan de bandits, si on veut, ou l'océan hors la loi. Ça va être comme ça, l'océan hors la loi. Puis c'est toutes sortes d'histoires et d'anecdotes qui concernent la haute mer, puis les eaux internationales. Puis là, on se rend compte où il y a des activités criminelles qui se passent là, sur l'eau, comme sur des bateaux un peu partout. Mais comme tu es en eau internationale, il n'y a pas de loi. Il y a comme rien théoriquement qui vient te régir. Qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Puis là, on parle pas juste de piraterie, là, mais de crimes super graves, puis de la traite d'humains, puis des massacres, puis des ci, puis des ça. Mais comme ça se passe sur l'eau, on n'est pas au courant. C'est vraiment, vraiment fascinant et inquiétant à la fois là, de voir qu'il y a des endroits comme ça sur la planète. Puis je t'avoue que je vais aller dévorer le reportage du Wall Street Journal, c'est ça qu'ils ont Washington Post. Washington Post. Le Washington Post, parfait, mais regarde, ça va être un article, je pense, à aller consulter. Jordan Chénard, un gros merci. Merci à toi. Salut.